Oui, alors puisque cette question de la langue t'inspire, effectivement, si on prend si on compare le français et l'anglais, on s'aperçoit que en français, il y a beaucoup moins de synonymes qu'en anglais. C'est-à-dire que j'entends par synonyme, j'entends Plusieurs beaucoup moins des mots. Par exemple, il y a des champs sémantiques. Les champs sémantiques. Par exemple, prenons un mot comme. En français, tu as par exemple apprendre, comprendre, entreprendre, surprendre. Bon, un enfant comprend que dans chaque cas, il y a le mot prendre. Voilà. Bon. Dans sa tête, il peut se dire que ces mots ont quelque chose en commun. Oui. Bon. Donc déjà, il a une familiarité avec le. Il n'a pas besoin qu'on le lui dise, tu vois. Qu'on lui dise, ah, il faut que tu saches que ce mot a tel et tel sens. On lui donne quelques pistes, mais il peut composer lui-même par la suite. Donc c'est-à-dire qu'il a un bagage initial qu'on peut lui donner, quelques racines, en fait, un nombre limité, peut-être une trentaine de racines. Il va deviner. Et à partir de reste, ce sont des préfixes, ce sont des suffixes, ce sont des choses qui se rajoutent, qui s'enlèvent. Bon. Et ça, ça ne fait pas travailler la mémoire, ça ne fait pas travailler le savoir. C'est une logique à partir d'un. Bon. Prenons le cas de l'anglais. Apprendre, comprendre, c'est understand. Bon. Apprendre, c'est learn. Prendre, c'est take, etc. Bon. Chaque fois, tu as une autre racine. Mais c'est comme pour les dents et dentiste, dentiste et teeth. Exactement. Mais ça n'arrête pas. Par exemple, un autre cas, la fin. En anglais, tu as the end. Mais tu as final. Tu as finish. Donc chaque fois, on est obligé de te dire, ah oui, mais ça se dit à la fois comme ça, de temps en temps c'est fin, de temps en temps c'est la racine fine, de temps en temps c'est la racine end, etc. Ça c'est clair que l'anglais est une langue absolument tordue. Bon. Mais les gens n'en sont pas conscients. Pourquoi ils n'en sont pas conscients? Parce que ils raisonnent au niveau de ce qu'on appelle le signifié. C'est-à-dire que ils sont tellement habitués à mettre ces mots ensemble que ça ne les rapporte pas que ces mots diffèrent structurellement et formellement. C'est-à-dire qu'ils oublient complètement la forme de départ. Dans la tête d'un anglais, end and finish, c'est la même chose. Il ne fait même pas attention. Mais quelque part, son corps, son ouïe, elle est frustrée. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, tu peux infliger ce genre de discours, mais à un autre niveau, il y a un coût. Parce que tu ne peux pas raconter n'importe quoi à quelqu'un. Tu ne peux pas lui dire tout le temps, mais toi tu sais, oui, il y a ça qui n'est pas comme ça, mais en réalité c'est quand même comme ça, etc. Donc si tu veux, ils se racontent des histoires. Donc ils sont déjà programmés à infliger à leur mental tout un ensemble de trucages, et ça se paye quelque part. Parce qu'à un moment donné, ça veut dire qu'on vous habitue à accepter n'importe quoi. Bien sûr, quand on voit la difficulté qu'il y a à enseigner l'anglais de par le monde, c'est... par exemple, les Africains ont beaucoup de mal, enfin les Africains francophones, de pays ex-francophones, ont beaucoup de mal à apprendre l'anglais. C'est un peu paradoxal, parce que malgré tout, bon, enfin, pas en compléter là-dessus, mais malgré tout, il y a énormément de similitudes entre le français et l'anglais, comme tu le sais très bien. Parce qu'une des raisons, j'ai oublié de dire qu'une des raisons pour lesquelles l'anglais est dans la situation où il est, c'est à cause du français. Il ne faut pas l'oublier. Le français aussi est tordu. Non, c'est pas ça. C'est le français qui a colonisé l'anglais et qui a donc introduit un système de diglossie, c'est-à-dire un système bilinguiste. Mais bon, je crois qu'on s'éloigne un petit peu. Oui, non, mais c'est pour ça que te dire. Non, mais ce que tu voulais illustrer, si j'ai bien compris, c'est comment on s'habitue à des perversions. On ne fait même plus attention. Comment on s'habitue à... alors qu'en fait, au départ, si on est simple, on est dans une connaissance immédiate.
Enfin, Oui. peut-être je m'éloigne un petit peu de ton idée, mais je la Non, mais prolonge c'est un petit peu. pourquoi pas, oui. Hein. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas une capacité de se défendre contre des intrusions considérables. Hein. Ils sont très mal capables de se défendre. Donc il y a des tas de choses qu'ils vont accepter comme ça, parce qu'on leur a dit, mais quelque part, eux-mêmes, viscéralement, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien et ils n'ont pas de moyens de le savoir. Alors effectivement, une des questions qui se pose, c'est le travail de la science historique, c'est-à-dire comment peut-on reconstituer le passé? Je faisais allusion à ça. Comment peut-on retrouver, est-ce qu'on peut corriger ce qui a été déformé, ce qui a été dévoyé? Oui, on peut le faire parce que, au départ, ce sont des constructions extrêmement cohérentes. Les hommes n'ont pas fait n'importe quoi. Donc, ils ont construit, il faut retrouver leur raisonnement. Là, on tombe un peu dans le structuralisme par certains côtés, mais ils ont... Qu'est-ce qui nous enseigne le structuralisme? Le structuralisme nous enseigne que les hommes sont capables de construire des choses. Il ne faut pas oublier ça. On dit que le structuralisme est une façon de déshumaniser le monde. Non. Parce que Lévi-Strauss a bien montré que, justement, les sociétés les plus anciennes étaient capables de construire des systèmes très complexes. J'insisterai sur ce point. Nous sommes beaucoup plus capables de construire des systèmes complexes que d'en décrypter. C'est-à-dire que la complexité du monde nous échappe aux hommes d'autrefois, mais eux-mêmes sont capables de créer un monde parallèle. Mais là, tu dis que nous pouvons décrypter ce qui nous a été transmis jusqu'à aujourd'hui pour essayer de retrouver comment c'était à un stade antérieur. En comprenant bien, mon cher Chaya, en comprenant bien que on part d'un principe qui n'a pas encore été posé dans notre conversation, à savoir que la plupart des paléontologues sont d'accord là-dessus, à savoir que plus les choses sont anciennes, plus elles sont en profondeur en nous-mêmes. Et plus elles sont récentes, plus elles restent en surface par rapport à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on croit l'exemple d'Uranus est typique de ça. Croire que des choses récentes, et tellement récentes que même Uranus, on ne le voit même pas à l'œil nu, je veux dire là, des choses récentes, puissent être mises sur le même plan que des choses qu'on connaît depuis des millénaires, c'est déjà une aberration. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce que nous ne pouvons pas véritablement intégrer, assimiler, sont des éléments qui sont nouveaux dans l'histoire de l'humanité. La nouveauté est inassimilable. Donc là, il s'agit de creuser pour retrouver ce qui est resté inconsciemment dans la mémoire de l'humanité. Pour ce qui est les couches les plus anciennement ancrées dans notre mode de fonctionnement. Et donc comment tu fais pour accéder à ces couches de connaissances? Il y a une méthodologie qui est celle du chercheur, qui est celle de l'historien. Il y a des traces, il y a une archéologie du savoir. Beaucoup de gens sont complètement étrangers à la démarche historique, en fait. Ils croient que l'histoire, c'est simplement de voir des choses qui sont là, qui sont écrites. Non, pas du tout. L'histoire est une reconstitution du passé. Cette reconstitution implique un mode de raisonnement logique. Un historien, c'est un logicien. Par induction. Oui, mais ce n'est pas simplement quelqu'un qui sait des choses voilà, qui sont là. Ça, c'est un petit historien. L'historien, le vrai historien, il reconstitue à partir de traces. C'est un puzzle. Ces traces, où est-ce que tu vas les chercher? Est-ce que tu vas les chercher en toi ou est-ce que tu vas les chercher à l'extérieur de toi? Exactement. Nous sommes porteurs
toute la science a ce paradoxe, c'est que le passé est dans le présent. Si j'étudie comment les hommes ont été marqués il y a X milliers d'années, c'est encore en nous. Mais en même temps, il y a des savoirs qui eux-mêmes parlent de ça, plus ou moins. Bon. Donc il faut faire la synthèse entre le ressenti, le vécu, mais en même temps c'est très dangereux. Parce que ce vécu, il peut être parasité lui-même, il peut être pollué. Donc c'est pour ça que je dis que pour beaucoup de gens, tout ce domaine de recherche est quasiment terra incognita, ils ne savent pas du tout comment on fait. Est-ce que dans cette démarche, ta méthodologie, c'est une certaine rationalité, ou elle fait appel à l'intuition? Comment... Est-ce que ça demande un talent particulier? Moi, je dois reconnaître que c'est un domaine assez mystérieux. Je pense qu'il y a des gens qui sont doués pour effectivement voyager dans le passé. Oui. En réalité, je pense que ça peut s'exprimer sous une forme informatique, si on veut. C'est-à-dire, c'est un point auquel j'attache beaucoup d'importance. On pourrait résumer en disant, c'est comme si tu mettais des quantités énormes d'informations dans un ordinateur, mais énormes, et que l'ordinateur fasse un nombre inimaginable d'opérations, d'hypothèses, et que tout ça, il les brasse dans tous les sens, et que petit à petit, il y a des solutions qui apparaissent comme plus évidentes. Ah, d'accord. Les hypothèses qui fonctionnent le mieux, quoi. Voilà. Par exemple, toute personne qui a élaboré une thèse sur un sujet, elle a peut-être élaboré 500 thèses avant. Avant de trouver la bonne. Voilà. Donc c'est un brassage permanent d'un très grand nombre de facteurs. Et alors il y a des gens qui n'ont pas cette faculté de brassage, qui n'ont pas non plus cette faculté d'accumulation d'informations, qui est le corollaire. Et donc par conséquent... Ainsi qu'une autre faculté, celle de pouvoir reconnaître parmi cette quantité énorme d'informations, d'avoir un critère qui leur indique celle qui est susceptible c'est-à-dire de pouvoir un peu filtrer. Voilà, c'est ça. Et encore, ça peut encore s'améliorer. Hein. On n'est jamais sûr d'avoir, même quand on travaille sur le Big Bang, par exemple, c'est ce qui permet de mieux comprendre les données dont on dispose. Maintenant, quelqu'un d'autre va arriver peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, proposer un autre modèle. Parce qu'il va montrer qu'on n'a pas tenu compte de certaines données, pas assez tenu compte de certaines données. Et qu'en prenant compte de ces données, on a une information supplémentaire qu'on n'a pas considérée, ou on a élaboré des choses en ayant des manques qui ont fait que le modèle ne tient pas. Effectivement, c'est tout le champ de la science. Donc, tu as pu reconstituer une astrologie originelle qui se caractérise par certains traits. Voilà. C'est toi qui l'as reconstitué. Donc, oui, voilà, c'est cela. Oui. Oui. Mais moi, ça fait quand même, depuis 67, ça fait quand même, oui, ça fait plus de 45 ans que je travaille sur ce sujet. Bon. C'est une longue alchimie, une longue maturation, qui arrive finalement à... C'est ça qui est paradoxal, c'est un petit peu la montagne qui accouche d'une souris. Il a comparé à des choses extrêmement simples, en fait. Extrêmement simples, mais qui sont... Il y a plusieurs exigences. Une de ces exigences, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est... Alors ça, c'est un postulat qu'on peut poser, mais c'est l'idée que les sociétés sont capables de faire ce qu'on dit qu'elles ont fait. Alors, quand on dit qu'une société, il y a 10 000 ans, a été capable de décoder le système solaire, et de décoder sa signification, c'est une plaisanterie. C'est pour ça que je dis que je suis structuraliste, dans le sens de... Je crois beaucoup à la capacité des hommes d'inventer les choses, d'inventer des systèmes, mais beaucoup moins à leur capacité de découvrir les choses. Donc je pense à une subjectivité créative de l'être humain, beaucoup plus qu'à une capacité de reconnaissance objective des choses. En tout cas, peut-être pas aujourd'hui, mais autrefois c'était comme ça. Alors aujourd'hui, les choses sont un peu basculées, c'était amusant, c'est à basculer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus capable de connaître les choses objectivement et moins capable de les fonder subjectivement. Mais avant, c'était l'inverse.
C'est pour ça qu'il ne faut pas inverser ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai hier. Donc ça aussi, il ne faut pas de même que paradoxalement, aujourd'hui, pour comprendre ce qu'était l'astrologie d'hier qui a été inventée, il faut la redécouvrir. Donc il y a un paradoxe qu'il faut découvrir. C'est comme, moi j'ai trouvé un exemple, c'est comme un enfant qui te fait un dessin sur un papier, il te le déchire en 50 morceaux. Il faut retrouver le dessin. Voilà, donc il ne va pas faire le travail que l'enfant a fait. L'enfant il a fait un dessin, il a inventé un dessin, mais toi tu dois retrouver le dessin qu'il a inventé. Donc tu n'es pas dans la situation de l'enfant. De la même façon d'astrologie, les astrologues ont créé quelque chose d'extrêmement simple, toc, 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 et puis maintenant c'est perdu dans un fatras d'informations, et tu dois retrouver cette information et la dégager de tout ce qui a été rajouté par-dessus. Et donc tu as réussi à retrouver certaines choses, à la dégager justement de ce qui était superflu. Oui, mais alors justement le paradoxe, mon cher Chaya, le paradoxe, c'est que il ne faut pas naïvement croire que cette astrologie-là, elle est totalement manifeste dans le monde. C'est-à-dire qu'elle vit dans un monde où il y a beaucoup d'autres choses qui viennent se rajouter. Oui. Donc elle n'est pas d'une clarté évidente, n'est-ce pas? Bon. Donc ça aussi, ça complique les choses, parce qu'effectivement, rien n'est simple. Dans le domaine de la recherche, rien n'est simple. Oui. Puisque, effectivement, les gens sont tordus. Il y a des mécanismes qui faussent les choses. Par exemple, le fameux mécanisme des élections. Ça fausse complètement le champ de l'astrologie. Ouais. Ah, par exemple, on a décidé qu'il y avait des élections au mois de mai 2012. C'était décidé depuis longtemps. Bon. Ça ne veut pas dire forcément qu'astrologiquement, il doit se passer quelque chose à ce moment-là. Donc il y a une dynamique, c'est un peu comme une sorte... Une dynamique qui est encore à contre-temps éventuellement. Après ton système, tu dois avoir à ce moment-là, tu vas exciter les gens à faire des trucs, à faire des choix, alors que ça ne correspond peut-être pas du tout à la phase en question. Donc il y a des interférences. Tu as retrouvé certains éléments de cette... tu continues donc Oui. à chercher d'autres éléments de cette astrologie. Non. Enfin, c'est un pour moi, travail, non, le travail, c'est pas ça. Le travail, de ce point de vue-là, le modèle a été à peu près retrouvé. Le travail, c'est l'utilisation qu'on peut faire de ce modèle. Alors, quelle utilisation? Justement, le problème, c'est qu'il va falloir... On revient à ce fameux débat sur la prévision. L'astrologie n'est pas là pour prévoir, elle est là pour instituer. Pour inventer, oui. Non, pour instituer. Pour mettre de l'ordre dans le futur. Non, mais pour instituer. C'est-à-dire qu'elle est là pour dire comment il faut vivre. Bon. Elle n'est pas là pour dire que les gens vivent nécessairement comme ça. Elle est là pour les aider à vivre. Elle est là pour les aider à se mettre en phase avec un système extrêmement ancien qui est en eux et qui peut être éventuellement frustré, qui peut être éventuellement refoulé, etc. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément quelque chose qui est tout de suite là, qui est triomphant et qui s'exprime. C'est un système qui est brimé. L'astrologie est brimée. Le phénomène lui-même de l'astrologie est brimé par tous les trucs que nous avons rajoutés dans nos vies, la technique, les élections. Toi, personnellement, tu en as une utilisation personnelle de l'astrologie. Ça te sert, toi, à structurer ton temps? Oui, bien sûr, mais je répète encore une fois, il faut agir sur les choses, tu comprends? Il faut agir. Qu'est-ce que ça veut dire agir? C'est-à-dire qu'il faut que les gens se conforment à ce modèle. Il ne s'agit pas simplement de dire que ce modèle est là, il faut s'y conformer. Et là, on retombe dans la notion de loi. Tu vois ce que je veux dire? C'est une loi naturelle, mais qui est une loi qui ne s'impose pas. C'est comme si je te disais que le bien, pour employer une expression un petit peu manichéenne, comme si le bien s'imposait naturellement au mal. Non, le mal est là aussi. Donc le bien n'est pas forcément immédiat, il n'est pas forcément immanent. En fait, là, il n'est pas forcément évident.
il faut que les gens se conforment à cette loi qui est à la fois, c'est paradoxal, elle est à la fois là et pas là. Alors donc, Elle est là, mais elle est là en gestation, elle est là en suspension, elle est là, mais elle demande à être actualisée, quoi. oui, c'est comme si je te disais, voilà, vous êtes malade, vous avez un fonds de santé, mais vous êtes quand même malade. Donc cette maladie, il ne faut pas l'ignorer, il faut vous guérir de cette maladie pour être vraiment vous-même. Donc c'est un peu une psychanalyse, il faut psychanalyser la société. Il faut lui dire, voilà, nous savons comment elle doit fonctionner, mais il y a tel et tel facteur qui empêche ce fonctionnement. Donc parmi ces lois, il y a donc tu nous as parlé de Saturne, des 28 ans, des 7 ans, des 3 ans et demi, cette structure du temps. Est-ce qu'il y a d'autres lois? Non, mais on peut en parler davantage. Non, il n'y a pas d'autre loi fondamentalement. À part que, évidemment, comme on l'a dit, il y a d'autres facteurs qui ne sont pas astrologiques et qui pèsent aussi. Il faut être conscient des facteurs non astrologiques. C'est une évidence. Un astrologue doit savoir à la fois ce qui est de l'ordre de l'astrologie et à la fois de ce qui peut éventuellement perturber. Comme un médecin doit savoir à la fois ce qui est de l'ordre de l'anatomie, mais de la pathologie. Qu'est-ce que c'est que la pathologie en astrologie? C'est tous les éléments qui viennent perturber l'astrologie, qui viennent enrayer l'astrologie. Est-ce qu'il y a des éléments prioritaires? C'est-à-dire qui sont, disons, les ennemis de l'astrologie en priorité? Oui, effectivement, une bonne question. Et quels sont ces éléments? Eh bien, par exemple, il faudrait ajuster le droit constitutionnel sur l'astrologie. Donc la politique. Il faudrait que les moments, les changements de mandat, la durée des élections, respectent l'astrologie. Parce qu'autrement, il y a une interférence. Et qui peut être grave. Imagine que tu es dans une phase A. Et puis les élections introduisent une phase B en plein milieu de la phase A. C'est pas bon. Donc on a actuellement deux systèmes qui sont en concurrence depuis la fin du 19e siècle, du 18e siècle, dans certains cas. Et notamment en Europe, qui sont en concurrence, qui sont quelque part, qui sont des imitations de l'un de l'autre. Parce que moi, ma thèse, c'est que moi, curieusement, j'ai découvert à peu près l'astrologie au moment où j'étais en fac de droit. Ah oui, et donc, fait du droit. Et donc j'ai fait beaucoup de droit constitutionnel. Ah, d'accord. Et sur le moment, je ne voyais pas le rapport entre le droit constitutionnel et l'astrologie. Et maintenant, avec le recul, je vois qu'il y a un rapport très net. C'est la même chose, en fait. C'est le même concept. Tout à l'heure, quand je te disais, les législateurs ont demandé aux astronomes de leur donner un modèle, eh bien voilà, ils leur ont donné un modèle qui est celui d'une constitution fondée sur le mouvement de Saturne. Bon, aujourd'hui, on fait des constitutions qui sont fondées sur n'importe quoi. Mais alors, il y a des moments où Saturne est rétrograde et des moments où elle... Non, c'est secondaire, ça. Ça compte pas. Ça. Non, non, qu'il soit... Enfin, si, je dis pas que je n'ai pas dit que ça comptait pas. Je veux dire, c'est pas déterminant. Et tous les... Enfin, oui, il peut y avoir... Bien, on va rentrer on rentre dans la cuisine astrologique. Mais c'est vrai que c'est pas intéressant. Il faut savoir que quelques mois par an, Saturne peut être rétrograde. Et donc, par conséquent, peut perturber le processus normal du cycle, etc. Bon, oui, pourquoi pas, tu as raison. Et pourquoi alors c'est Saturne qui a été choisi, à part le Soleil et la Lune, c'est Saturne ainsi que les 4 étoiles dont tu nous as parlé, qui a été choisi parmi les autres? Il n'y a pas tellement le choix. D'abord, Saturne était la planète la plus lointaine, la plus lente. La plus lente ou la plus lointaine? Pareil. Les deux. En général, c'est la même chose. De ce système solaire. Oui. Oui, puisque donc elle avait plus de chemin à parcourir. Oui. Et la plus lente, elle a curieusement les mêmes chiffres que la Lune, d'ailleurs, curieusement. C'est 28 ans, 28 jours, tu vois. 7 ans, 7 jours. Ah oui, tiens, c'est amusant, ça. Ça a joué en sa faveur. Donc, comme on a voulu créer une sorte de super ou d'hyper modèle solilunaire, on a fait un système à une autre puissance, puisque la Lune met 28 jours pour faire le zodiaque, et Saturne met 28 ans. D'accord. Donc c'est un jour pour un an. D'accord. D'où la semaine, donc on divise en 4, on arrive à la semaine de 7 jours.
Voilà. 4 fois 7, 28. Et pareil, on divise en 4 les 28 ans et on arrive à... Mais on peut aussi diviser 7 la ans. semaine en 2 temps. C'est ce que d'ailleurs ça reste dans la tradition juive, de manière un petit peu corrompue. Ah oui, il y a quand même le temps de la semaine et le temps du Shabbat. Oui, Donc il y a deux temps, sauf qu'ils ne sont pas égaux. Mais initialement, ils étaient égaux. ah, c'est-à-dire que le Shabbat durait 3 jours. Il y avait 3 jours de dynamique. Et 3 jours, 3 et jours demi, de repos. Ah bon? Oui, Shabbat veut dire repos, oui, c'est ça. Et donc, mais on a gardé, il y a des restes. Oui, c'est la même chose, c'est la théorie des restes. Il reste il y a une trace. Une trace qui est quand même très forte dans la tradition juive, dans le récit de la création, le 7e jour, de la semaine, c'est toujours l'idée d'un arrêt. Et ça, c'est fondamental. C'est au cœur de l'astrologie, cet arrêt. C'est-à-dire qu'à tout d'un coup, on ne travaille plus, on ne fait plus bouger les choses continuent sur leur lancée. C'est-à-dire qu'on... Voilà. Et là, ça crée aussi une mentalité particulière. Parce que on vit, comme on dit, comme on a fait son lit, on se couche. C'est-à-dire que à ce moment-là, les choses sont déjà enclenchées et on vit avec ce qu'on a enclenché. Et puis à nouveau, il faut redémarrer le truc et puis après à nouveau, ça s'arrête. Donc ça, c'est très précieux. C'est très précieux. Actuellement, par exemple, beaucoup de débats politiques seraient assainis s'il y avait cette prise de conscience. À savoir qu'il y a un temps De temps, quoi. où, Faire une politique en où il y a une créativité, il y a des nouvelles structures qui se font, il y a des nouveaux groupes qui se constituent, il y a une renaissance des choses, et puis un temps où on doit se contenter, on se contente de gérer au mieux ce qu'on a, et on ne peut pas faire plus. Voilà. Bon, c'est très simplement dit, mais c'est très utile. De même, il y aura un temps pour faire les guerres et un temps pour ne pas les faire. Je ne sais pas si on transposera au niveau des guerres, mais en tout cas, il y a un temps où, par exemple, on reste dans le cadre établi, préétabli. Il y a un temps où on peut modifier ce cadre. Actuellement, on voit bien que les gens restent dans le cadre établi. L'euro, c'est l'euro, l'Europe, c'est l'Europe, on préserve ce qu'on peut. Personne n'ose vraiment trop aller trop loin. Voilà. C'est la phase 2. C'est la phase shabbatique, si vous voulez. Et on dit année sabbatique, c'est l'année monfourien. C'est ça. C'est une phase sabbatique, une phase où il faut simplement... où on fait comme si on ne pouvait pas beaucoup avancer, mais il fallait tout simplement faire au mieux, avec les moyens du bord. C'est ça qui rend les choses un peu décevantes, c'est parce qu'en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de potentialité, il n'y a pas beaucoup de créativité. Alors, quelles autres applications tu donnerais donc à cette astrologie originelle? Ben, je répète encore une fois, une autre application, on en avait parlé d'ailleurs une fois lors de nos précédents entretiens qui n'a pas été filmé, c'est la question des hommes et des femmes. Parce que quelque part, les hommes sont plus en affinité avec la phase 1 et les femmes avec la phase 2. Et quel rapport avec l'astrologie? Il n'y a pas de rapport. Le rapport, c'est que l'astrologie est là pour organiser ça. Parce que quand je dis que l'astrologie est là pour organiser le temps, elle est là aussi pour organiser les problématiques sociales. Mais là, tu parles du masculin et du féminin. Est-ce que ça a un rapport avec le Soleil et la Lune, avec Mars et Vénus? Non. Enfin, oui, on pourrait le dire. Non, c'est pas ce que je veux dire, mon cher Chaya. Je veux dire par là que une des conflictualités, une des dualités majeures de nos sociétés depuis des millénaires, c'est le masculin et le féminin. Bon. Ça n'a pas attendu l'astrologie pour exister. Et une des raisons pour lesquelles on a voulu agencer le temps, c'est aussi pour réguler des problématiques à l'intérieur de la société. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des conflits qui étaient là, qu'on a voulu résoudre grâce à l'astrologie. Grâce à un modus vivendi fondé sur des alternances de phases.
Autrement dit, mon cher Chaya, ça veut dire qu'on a fait exprès de dire qu'il y aurait effectivement une phase plutôt pour les hommes et une phase plutôt pour les femmes. C'est un peu la finalité même du projet. L'astrologie n'est pas au point de départ des choses, elle est là pour organiser les problèmes qui sont là. Elle les organise à la fois en utilisant des éléments d'astronomie, à la fois en essayant d'organiser le rapport des hommes et des femmes. Ça sont des phénomènes qui sont là, qui sont préexistants. L'astrologie est là pour organiser tout ça. Alors, elle l'organisait dans l'intérêt de qui? Est-ce qu'il y avait une couche sociale qui avait particulièrement intérêt à cette organisation sociale? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait... qui avait intérêt à ce que l'astrologie se transforme comme ça? Est-ce qu'on peut poser cette question? Premièrement, on peut dire que l'intérêt, c'était déjà de trouver un arrangement. Un arrangement. Moi, j'appelle ça un arrangement symbiotique. C'est-à-dire que probablement, il y a deux humanités qui cohabitent. C'est une thèse qui est de plus en plus acceptée par les paléontologues. C'est-à-dire que nous serions les héritiers de deux humanités qui se seraient développées parallèlement et qui se seraient conjointes, en quelque sorte. Donc, par conséquent, il y aurait eu des modes de fonctionnement, des modes de valeurs différents. L'autre jour, nous parlions des sens, sociétés de l'obscurité, de la pénombre, du crépuscule, et des sociétés de la lumière. On trouve d'ailleurs ça chez les Esséniens. Ce débat entre la nuit et le jour, ce n'est pas un débat abstrait. Les femmes sont des êtres fondamentalement nocturnes. Les hommes, fondamentalement, des êtres diurnes. Qui renvoient d'ailleurs effectivement, symboliquement, au soleil et à la lune, mais ça, c'est pas un problème majeur. La vue est un sens très particulier. D'un côté, et de l'autre côté, il y a les autres sens qui sont les sens de la proximité. Par la vue, je vois les choses de très loin. L'autre jour, tu me disais, avoir une bonne vue, c'est pas voir les choses qui sont marquées sous ton nez. La vraie vue, c'est de voir les choses de loin, panoramique. C'est pas regarder sur ton clavier. Il y a la vue qui est, quand on parlait de cette capacité de quantitativement percevoir des accumulations d'informations, il n'y a que la vue qui permet ça. Parce que le visu, parce qu'accumuler l'information, ça veut dire ne pas s'attarder sur elle. Quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour comprendre quelque chose, ben, il ne va pas très loin. Hein, il ne va pas très loin. Il va mettre des années pour comprendre quelque chose, ou une personne. Il va être dans le ponctuel, il va creuser là quelque chose, mais il n'aura pas une vision d'ensemble. Et inversement, celui qui a une vision d'ensemble, bien évidemment, il aura, d'une certaine manière, je dirais que quelque part, le visuel, il n'est pas dans le même temps que celui qui est dans les autres sens, comme le goût, l'odorat, l'ouïe. Son temps n'est pas le même. C'est-à-dire donc déjà, on a une sorte de symbiose entre des êtres qui sont radicalement différents. Donc, si je comprends bien, tu es en train de dire qu'il y a deux formes de perception du monde. Tu as la manière visuelle et la manière tactile. Je préférerais dire, pour simplifier, la manière, disons, distanciée et la manière de proximité. Donc, est-ce que l'astrologie originelle dont tu parles correspond à l'une de ces deux perceptions? Non, elle est là pour combiner les deux. Elle combine les deux. Oui, elle va dire, il y a on prend comme dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour ceci et il y a un temps pour cela. Donc il y a un temps, le temps de la dynamique, de la conjonction de Saturne avec une étoile, c'est le temps masculin, où on va reprendre les choses, reconsidérer les choses dans l'ensemble, et retrouver des polarités, des dynamiques. Et puis après, il y a le temps féminin, qui est le temps du Shabbat, c'est-à-dire le temps de l'arrêt, où on va regarder comment ça va se passer là, ici et là. Voilà. Alors, est-ce que tu es nostalgique de ce moment très éloigné dans le temps où cette astrologie originelle était pratiquée? Non, elle est toujours en exercice, cette astrologie, n'est-ce pas? Il ne faut pas exagérer. Par qui?
En nous-mêmes, elle est en nous, elle est là. Je me suis mal fait comprendre, elle est là. C'est pas une c'est pas, ce que je suis en train de dire, c'est pas quelque chose qui a existé. Ça existe toujours. Que ça n'existe pas de façon évidente, mais finalement l'humanité continue à fonctionner comme ça. Le mode de fonctionnement fondamental, il n'a pas changé. Ce sont les astrologues donc, qui se sont pervertis. Oui, mais les astrologues, ça n'a aucune importance, les astrologues. Qu'on puisse souhaiter que les astrologues arrêtent de faire ce qu'ils font, c'est autre chose. Mais de toute façon, les astrologues, eux, ils font du ponctuel. Ils accommodent l'astrologie à des niveaux spécifiques comme ça. C'est-à-dire qu'ils font de l'astrologie qui est une discipline du global, du distancié, une discipline de proximité. D'accord. Donc ils féminisent l'astrologie en quelque sorte. Bon, donc bon, et c'est embêtant parce que d'une certaine manière, en faisant ça, il la dévoie, puisque ça n'est pas sa fonction première. Il l'affecte à des activités qui sont finalement des activités marginales. Mais alors, les astrologues médiévaux, est-ce que... Ben, c'était déjà comme ça. Déjà. Ah oui. Et les astrologues, même les astrologues islamiques. Oui, là on parle de périodes beaucoup plus anciennes encore. C'est même l'Antiquité, ce qu'on appelle l'Antiquité, même Ptolémée, le IIe siècle, le Tétrabiblos, tout ça c'est déjà très, très tardif. Là, tous les textes que nous avons sont fondamentalement déjà d'une astrologie dévoyée et décadente. D'accord, donc tu te réfères à un temps qui pourrait peut-être quand même être situé aux environs de il y a 4 à 6 000 ans. Moi, je te laisse la responsabilité de tes propos. Pourquoi pas? Oui, ça n'a pas d'importance. Plus. En tout cas, oui, de toute façon, il faut remonter à la préhistoire. Oui. Il faut remonter, et ça c'est un point qui me paraît important, il faut situer l'astrologie dans l'histoire darwinienne de l'humanité. À quel moment, qu'est-ce qu'a représenté la création du champ astrologique dans l'histoire de l'évolution humaine? Eh bien, c'est très particulier, parce que l'astrologie est à une charnière de cette évolution. Et je dis entre parenthèses que les darwiniens ne connaissent pas du tout cet élément-là, donc leur théorie, il faudrait qu'elle soit révisée à la lumière de l'astrologie. Bon, n'importe. Mais l'astrologie, c'est un moment où l'humanité instrumentalise le monde sans le transformer, objectivement. Par exemple, si j'accorde de l'importance à Saturne, je ne suis pas en train de changer Saturne. Mais je me change moi-même par rapport à Saturne. Donc j'intègre Saturne, mais sans modifier mon environnement. C'est un moment très particulier, parce que après, on va passer au moment où l'homme va transformer le monde. On n'en est pas encore là. L'astrologie, c'est encore une approche soft du monde. Je regarde le monde, je l'observe, je lui donne une certaine signification, mais je ne le touche pas, je ne le perturbe pas. À partir de quand l'homme va transformer le monde? À partir du moment où il va développer le progrès technique. C'est à partir du moment où les objets ne sont pas uniquement des objets qui sont regardés, des objets qui sont pris, qui sont transformés. C'est là on voit bien cette problématique, c'est-à-dire que l'astrologie, c'est encore dans le domaine du visuel. Je regarde les choses, et je regarde qu'elles sont au loin même. L'astrologie, on est en plein dans le visuel. Dans la contemplation. Oui. Une contemplation qui est quand même une contemplation qui n'est pas, qui peut donner quand même des lois, qui peut donner des modes de fonctionnement, mais qui est une contemplation visuelle, et en même temps c'est un visuel qui est lointain, que tout le monde peut voir. C'est pas un visuel privé. Le passage de Saturne sur l'étoile, c'est quelque chose que tout le monde peut voir. Et à partir du moment où je touche l'objet, et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas toucher, c'est les planètes, jusqu'à récemment, pendant que je touche l'objet, je suis plus dans le visuel. Je suis dans une autre dynamique, dans une dynamique du féminine. Et comment tu en es venu, toi, donc, à cette astrologie, cette recherche de l'astrologie dite originelle? Comment
de proche en proche, comment Oui, tu t'es bah, alors, intéressé alors, effectivement, il faudrait étudier mes carnets de recherche, mes différentes, même mes livres qui sont parus depuis quand même déjà maintenant, les premiers sont parus les premiers textes sont parus en 69, donc ça fait quand même... sur l'astrologie, Oui. donc, en 69. Oui. Tu as écrit plusieurs livres sur l'astrologie. Oui, en 69, après 76, enfin, on pourrait étudier en 86, on pourrait faire, si ça t'amuse, donc tu pourrais étudier ça. Mais mes opinions ont évolué depuis, effectivement, depuis quand même... mon premier article 69 il est paru à Jérusalem dans la revue des étudiants juifs de l'université hébraïque. Donc voilà, c'était il y a plus de 40 ans. Et je suis passé par, comme je disais tout à l'heure, je suis passé par un très grand nombre de modèles. Hein. Bon. Alors tu me diras, oui, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres l'ont été aussi bien? On retourne dans le fameux débat. Qu'est-ce qui fait que, au bout du compte, bon, c'est pas, on peut dire la même chose, par exemple, pour Météo sur Nostradamus, c'est pareil. J'ai aussi élaboré de nombreuses hypothèses, combiner les choses, regarder les choses, recombiner, reformer, et puis petit à petit, les choses se clarifient. C'est comme ça. C'est assez amusant parce que, par exemple, souvent les gens disent « Mais vous avez changé d'avis ». Mais non, quand les gens voient très bien que le modèle qu'on a pris était meilleur que le précédent. Quelqu'un qui n'est pas capable de s'en apercevoir, il dit « Ah tiens, il a changé de modèle, mais il ne sait pas pourquoi ». Celui qui suit, il dit « Oui, en effet, quand même, il y a un progrès ». Donc ça, tout le monde n'est pas, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Hein. Comme dirait Descartes, le bon sens n'est pas forcément la chose du monde la mieux partagée. Mais effectivement, quelque part, il y a une féminisation de l'astrologie, et c'est un des grands obstacles, épistémologiques, je dirais presque, pour parler comme Bachelard, c'est un des grands problèmes. Donc effectivement, les femmes se sont emparées de l'astrologie. Elles ont projeté sur l'astrologie leurs propres valeurs, et la façon dont elles pensent l'astrologie, c'est typiquement lié à leur inconscient collectif. C'est-à-dire C'est-à-dire, effectivement, le fait qu'elles sont dans un monde qui est déjà là, c'est la fameuse phase 2, c'est une mentalité de phase 2, donc déjà la phase 1, c'est très mystérieux, c'est un truc qui a été établi ailleurs, on n'y touche pas. Mais si toi tu es toi-même en phase 1, tu as tout fait le droit de changer la phase 1, mais si tu n'es pas en phase 1, pour toi la phase 1 elle est là. Donc effectivement l'astrologie elle est là, c'est même pas les hommes qui l'ont inventée, ils ont fait que la comprendre, que la découvrir, voilà. Donc c'est une mentalité de phase 2 qui empêche véritablement de comprendre la genèse de l'astrologie. Deuxièmement, c'est une mentalité de proximité qui fait que, au fond, la personne qui n'est pas visuelle, elle est prise dans un environnement, dans un entourage immédiat, et quelque part, elle est forcément très individualiste. Pourquoi individualiste? Pas individualiste au sens du créateur, qui est individualiste, mais au sens de la personne qui ne connaît que ce qu'elle connaît, qu'elle ne connaît que ce qu'elle a sous son nez. Dans ce sens-là qu'elle est individualiste. C'est-à-dire elle n'est pas capable d'avoir une perception globale du monde, elle ne perçoit le monde qu'au regard de ce qui l'entoure, de ce qui est proche. Donc elle va faire une astrologie de proximité, une astrologie des proches, une astrologie pour elle-même. Le non-visuel, il est forcément égocentrique. Il est centré sur... Il ne veut pas être centré sur le monde, il est centré sur lui. Ce que je sais, ce qui m'est tombé sous le nez. Actuellement, par exemple, je regarde parfois des émissions de télévision, des jeux télévisés, par exemple. C'est confondant. Le manque de culture des femmes, c'est assez effrayant. Et alors, l'astrologie indienne, ou les astrologies non occidentales? Oui, alors justement, c'est intéressant, parce que par exemple, l'astrologie indienne, si tu connais l'astrologie indienne, il y a par exemple ce qu'on appelle la théorie des dashas. Ce sont des astrologies qui sont méprisées par les Occidentaux, parce elles ne sont pas assez astronomiques. C'est-à-dire qu'elles utilisent des cycles qui sont des cycles fictifs. Un astrologue indien va te dire, voilà, vous allez être pendant X temps dans l'influence de Mars. Et puis au bout
de 15 ans, vous passerez à l'influence de la Lune, etc. Bon. D'accord. Tout ça c'est bien, mais en même temps c'est fictif. Ça ne correspond pas Voilà. à la position objective Voilà, des c'est ça. planètes. Mais en même temps, je pense qu'ils ont raison fondamentalement. Ils ont, alors, il y a des choses que je ne t'ai pas dites parce que tu n'es pas assez sensibilisé à ces questions. Si tu étais astrologue, j'aurais développé davantage un certain nombre d'arguments. Par exemple, si on veut avoir une série de phases de durée égale, on ne peut prendre qu'une seule planète. Parce que si tu en prends plusieurs, tu vas créer des perturbations. Donc, c'est ça le problème, d'accord. Donc c'est un dilemme. C'est-à-dire, soit on prend un nombre très limité de facteurs, mais c'est cohérent et c'est simple, soit tu en prends beaucoup et ça devient la confusion totale. Les astrologues actuellement sont, de toute façon, on ne peut pas le contester, ils sont dans cette situation. Ils ont tellement de facteurs à considérer qu'ils sont incapables de proposer quelque chose de cohérent au niveau prévisionnel. Ou alors c'est des prévisions au jour le jour. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Demain, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a tellement de choses qui peuvent se produire, qui vont rajouter, en rajouter, et se combiner, etc., qu'au lieu d'avoir quelque chose d'extrêmement clair, tac, 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 tu as des trucs emmêlés de façon invraisemblable, parce qu'il y a trop d'astronomie. Et ce trop d'astronomie rend illisible l'astrologie. Et ça, j'essaie de faire comprendre ça aux astrologues, mais c'est difficile. Il faut qu'ils coupent le cordon ombilical avec l'astronomie, parce que c'est une fuite en avant qui n'est pas possible. On rajoute Neptune, on rajoute Pluton, on rajoute Cérès, on rajoute des tas d'autres facteurs, et tout ça, ça condamne l'astrologie à une sorte d'impuissance, sauf que cette complexité même, quelque part, correspondrait à ce sentiment que l'individu a par rapport à lui-même. C'est-à-dire qu'il représenterait la confusion même de l'esprit humain. Donc en fin de compte, ils retombent sur leurs pieds en disant « Oui, mais le monde est tellement compliqué, tellement incohérent, que c'est très bien comme ça, que l'astrologie soit comme ça. » Donc c'était une sorte de cercle vicieux, parce qu'en fin de compte, le monde étant compliqué, l'astrologie doit être compliquée, l'astronomie permet à l'astrologie d'être compliquée, donc faisons plus d'astronomie. Voilà. C'est comme ça qu'on est dans un cercle vicieux. Je crois que les astrologues ont un rôle à jouer. Moi, l'autre jour, j'écrivais un article, je disais l'astrologie, c'est une architecture. On est par exemple dans un immeuble, là. Bien, chacun de ces appartements est aménagé différemment, non? Il est habité différemment. Oui. Mais il y a quand même cette idée d'un immeuble. Eh bien, c'est un peu la même chose avec l'astrologie. L'astrologie, c'est un immeuble. Maintenant, comment tel astrologue gère son petit appartement, c'est son problème. Il y a la structure de l'immeuble qui, elle, doit être préservée. Après, l'astrologue fait sa petite cuisine. Alors, quels sont donc les titres de tes livres, ou du livre que tu recommandes? C'est peut-être le dernier. Le problème, c'est que depuis quelques temps, j'ai plutôt fait sur Internet. Donc j'ai eu une période de livre, je vais peut-être revenir au papier, mais enfin, j'ai eu une période de papier qui a duré jusqu'en 2005, même 2000, enfin non, il y a encore récemment. Mais enfin, je veux dire, globalement, de toute façon, Internet, maintenant les gens ont Internet. Donc effectivement, je pourrais recommander des autres. Mais c'est un peu compliqué parce qu'en réalité, ma pensée est une pensée qui est en mouvement, ce qui veut dire qu'en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est ce que je dis maintenant. Oui, tu ne veux pas que ce soit figé. Voilà, c'est ça. Bon, on peut s'amuser à lire. Par exemple, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, mais en 76, vous avez écrit ça. Les gens, ils sont très naïfs par rapport à ça. Ils croient qu'un auteur, il est représenté par la totalité de sa production, et qu'ils prennent n'importe quel ouvrage qu'il a pu écrire, ça correspond toujours à ce qu'il pense, et que c'est forcément compatible avec tout ce qu'il a pu écrire. C'est complètement faux.
ça peut s'inscrire dans une diachronie, on peut expliquer pourquoi on est passé par là, mais je veux dire, c'est tout un art. Je veux dire que, normalement, un être humain normal, qui n'est pas un étudiant en doctorat, ne va pas s'amuser à prendre un bouquin au hasard d'un auteur pour savoir ce qu'il pense. Il vaut mieux qu'il lise les derniers travaux de cet auteur, bon, ou alors qu'il rencontre cet auteur. Mais je suis très sceptique sur cette... moi, je pense que laissons l'histoire aux historiens. Voilà. Je veux dire par là que les historiens ont une vocation particulière, ils ont une méthode, une formation particulière qui leur permet normalement de comprendre comment les choses se sont faites. Quelqu'un qui s'improvise historien, qui regarde comme ça, qui papillonne, je ne pense pas que ça serve à grand chose en fait. De même que je pense que la capacité de lire les documents, tout le monde n'est pas capable de lire des hiéroglyphes ou de lire des textes dans les langues anciennes, etc. Donc de toute façon, il ne faut pas être démagogique, ça n'est pas... Bon.